Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors je vais pas, pour lancer ce débat, je ne vais pas commencer à vous faire un cours d'amphi, mais quand même, quand on parle de contre-pouvoir, c'est difficile de ne pas citer Montesquieu. Et qu'a dit l'auteur de l'Esprit des lois? Il a dit que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est toute la définition du contre-pouvoir, et c'est depuis très longtemps une idée importante, c'est que dans le bon fonctionnement des démocraties libérales, les contre-pouvoirs sont essentiels. Ils sont même les garants de la liberté. Alors, depuis Montesquieu, les contre-pouvoirs se sont multipliés, ils ont beaucoup évolué. Il y a ce qu'on appelle les contre-pouvoirs institués, comme le Conseil constitutionnel. À ces contre-pouvoirs-là se sont ajoutés les cours supranationales au fur et à mesure que l'Europe se développait. Et puis, il y a aussi toutes les autorités administratives indépendantes qui se sont multipliées et qui sont, à leur manière, un contre-pouvoir. Et puis, si on parle de ce que vous avez l'habitude d'appeler les corps intermédiaires, c'est-à-dire les contre-pouvoirs de la société civile, là aussi, on voit que, à partir des corps intermédiaires classiques, comme les syndicats, on a vu se multiplier d'autres contre-pouvoirs, comme les ONG, comme les lanceurs d'alerte, comme les associations, et même comme certaines plateformes numériques, on en reparlera peut-être. Alors, on a une profusion de contre-pouvoirs, et pourtant, la question, c'est de savoir si la crise de la démocratie que nous traversons est aussi une crise des contre-pouvoirs. La question est de savoir si les contre-pouvoirs sont discrédités parce qu'au fond, ils ont trop de pouvoir et qu'ils sont un barrage à la volonté populaire, ou si au contraire, les contre-pouvoirs sont fragilisés parce qu'ils sont maltraités par Bruxelles, par l'État profond, par un président trop vertical, ou même par des citoyens qui sont de plus en plus individualistes. Je suis ravi donc d'accueillir les 4 invités que Nicolas a présentés pour parler de ce sujet. Et Cécile Duflot, je propose qu'on commence avec vous. Vous êtes, comme l'a dit Nicolas, directrice générale d'Oxfam France, qui est une ONG visible, qui a beaucoup d'influence. Quel diagnostic vous portez sur les contre-pouvoirs? Est-ce que vous considérez que les contre-pouvoirs et le contre-pouvoir que constituent les ONG est en perte de vitesse, ou plus exactement, est-ce que vous considérez qu'il faut que vous vous battiez pour conserver le pouvoir que vous avez? Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. J'ai conscience que ce sujet est très intéressant et fait écho d'ailleurs aux propos de votre président que j'ai entendu hier, expliquer qu'il souhaitait que l'organisation qui nous invite aujourd'hui, le MEDEF, soit plus engagée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans une stratégie d'influence. Alors, je ne lui ferai pas le procès de ne pas avoir été dans une stratégie d'influence précédemment, y compris dans une stratégie d'influence réussie. Mais je le dis parce que, justement, une partie de nos organisations, nous nous appelons ONG, ce qui veut dire organisation non gouvernementale. Et très clairement, dès le départ, le pacte est de ne pas être affilié à un quelconque pouvoir. Donc d'avoir d'abord un premier temps qui est celui de la liberté. Et je pense que ce qui est très important, c'est de considérer que le contre-pouvoir est un organe qui a une liberté d'action et d'expression plus grande. À qui nous devons cette liberté? À ceux qui contribuent à leur existence. Pour Oxfam, c'est de façon non exclusive mais très massive des donateurs, donc 45 000 personnes chaque année qui donnent de l'argent pour qu'Oxfam ait à la fois des actions dans 90 pays dans le monde et aussi une voix. Et cette voix, elle vise à défendre des valeurs, parce que chaque organisation a son mode d'action, mais aussi des valeurs, une conviction. Pour nous, c'est la lutte contre les inégalités, contre les injustices et contre une grande injustice majeure qui est l'injustice climatique. Mais nous avons aussi la volonté de faire bouger les choses. Et à ce titre-là, presque, le tandem avec le pouvoir, il est intéressant parce que sans pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous souhaitons imaginer une meilleure redistribution, taxer les super-profits, il faut que des gens en situation de responsabilité politique, ce que nous ne sommes pas et que nous ne prétendrons jamais être, aient la capacité d'agir. Donc, il y a une capacité de conviction. Il y a une frontière, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une organisation politique. Non, nous ne sommes pas une organisation politique, au sens où nous ne sommes pas une organisation partisane. Mais oui, nous avons un agenda politique, au sens où nous souhaitons faire changer les choses
vers un horizon davantage de justice sociale. Mais ce que je voudrais dire et qui me semble particulièrement important pour répondre à votre question où on en est, c'est qu'en plus de cette fonction, la société civile et les ONG ont un double rôle. Un, c'est un rôle de ballast, comme on dit en navigation, ou d'équilibre. Elles permettent de recréer de l'équilibre. Et deuxième chose, un rôle de baromètre. Un rôle de baromètre, c'est-à-dire d'alerte. Quand on voit arriver une grande dépression sur son baromètre, on sait qu'il faut rentrer les bateaux au port, par exemple. Et donc, ce rôle-là, il est aussi utile pour le pouvoir de l'utiliser comme un signal d'alerte. Et je pense que ce dont nous avons souffert dans la période précédente et dans les jours qui sont les nôtres aussi, c'est qu'on a considéré qu'il valait mieux avoir un dialogue direct avec le peuple, avec la population, et que les corps intermédiaires, quelle que soit leur qualité, leur spécificité, avaient moins d'intérêt. Parce que, et on a entendu plein de choses, parce qu'il y a moins d'adhérents dans les syndicats, parce qu'il y a une forme d'habituation au fait d'être des organisations qui disent un peu toujours la même chose et qui ne se remettent pas en cause, etc., etc. Et puis parce que c'est plus pratique. Parce qu'un contre-pouvoir, par essence, ça démange. C'est désagréable, c'est pas d'accord, ça s'exprime, ça critique, ça contrarie. Et je vais donner un exemple ici. Nous avons donc joué notre rôle de contre-pouvoir aussi dans le cadre judiciaire contre l'État, avec l'affaire du siècle, qui a d'ailleurs gagné. Vous avez évoqué le rôle des cours suprêmes, en l'occurrence le Conseil d'État nous a donné raison. Et puis contre la BNP, puisque nous avons, en utilisant la loi devoir de vigilance, porté plainte contre la banque. Sur son action, ou plus exactement son inaction, même si je tiens à dire, pour être extrêmement honnête, que les choses ont évolué depuis, en matière d'investissement dans des projets qui aggravent le dérèglement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rôle qui est un rôle permanent, à la fois de confrontation et de dialogue. C'est-à-dire que sans dialogue, le contre-pouvoir est impuissant, mais sans confrontation, le contre-pouvoir est inexistant. Donc, il faut accepter cette espèce de balancement permanent, ce dialogue parfois difficile. Et pour ça, je voudrais dire que nos collègues anglo-saxons ont une expression que j'aime beaucoup, qui est celle des critical friends. C'est-à-dire de pouvoir considérer qu'on peut être en accord sur un certain horizon. Et je pense que sur certains sujets, je pense en particulier que sauver l'habitabilité de notre planète devrait être un point d'accord commun. On peut avoir des amis qui sont critiques et avec lesquels les relations ne sont pas forcément évidentes. Et c'est cette difficulté de penser l'exercice du rôle du contre-pouvoir comme un dialogue permanent qui, à mon avis, enferme le pouvoir ou les pouvoirs, quels qu'ils soient, je pense, et je le nie en étant à côté de François, dans une situation de blocage et de refus de constater la réalité. Je termine par 2 exemples. Premier exemple, en septembre 2017, je détends tout le monde, je n'étais pas directrice générale d'Oxfam France à l'époque. Oxfam publie un rapport sur la base du premier projet de loi de finances du quinquennat Macron qui s'intitule « Vers un quinquennat des inégalités », en disant si on poursuit cette stratégie-là, on va aggraver les inégalités. C'est 1 an avant les Gilets jaunes et en fait, quand on lit ce rapport, pour le coup, c'est le baromètre. On voit l'alerte de ce qui va arriver et ce qui est arrivé à la société française. Et un deuxième, que je raconte souvent, je pense qu'une partie de la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans la tension de la société française, et je le dis à dessein, nous sommes le 27 août, nous n'avons pas de gouvernement, même si nous avons des ministres encore en fonction. Bonjour Madame la Ministre. On va atteindre un point de déséquilibre et de malaise collectif très fort. Quand en France, vous avez un accord absolument intégral depuis Simon Dutheil et sa boucle d'oreille jusqu'à François et sa grande politesse, en disant que la réforme des retraites est absolument inacceptable. Quand l'incarnation de la révolution parlementaire, c'est Charles-Amédée de Courson, le baromètre doit se dire là, ça va trop loin. Ça va trop loin et la société française risque le déséquilibre. Et donc, je veux revenir sur je veux terminer sur ce point. On peut ignorer les contre-pouvoirs, on peut les mépriser, on peut même les écrabouiller, on peut les priver de moyens, on peut les priver de parole, mais on se prive d'un rôle absolument crucial pour l'exercice du pouvoir, qui est celui du baromètre. Merci. Robin Rivaton, vous dirigez une start-up qui travaille dans l'immobilier et donc dans les projets d'infrastructure. Vous auriez la même analyse sur cet équilibre et ce dialogue ou vous avez une analyse un peu différente ?
Voilà. Il est de bon ton de dire que les contre-pouvoirs n'ont plus de pouvoir et qu'on subit la loi de l'absolutisme. C'est très bien d'aboyer avec la meute. Je vais prendre la position inverse. Je pense que on est dans une société où les contre-pouvoirs ont énormément de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est quelque chose de fini. Donc quand le pouvoir, il se partage, et donc comme vous l'avez dit, il y a eu l'émergence d'énormément de contre-pouvoirs ces dernières années, et certains en ont subi les frais. La presse, par exemple, qui a perdu une partie de son pouvoir, le quatrième pouvoir tel qu'elle était décrite auparavant, au profit d'autres institutions, d'autres instruments, d'autres organisations qui elles-mêmes ont pris du pouvoir. Parce que quand on exerce le contre-pouvoir, on ne le fait pas de manière neutre, détachée, au-dessus des autres. Quand on exerce le contre-pouvoir, on exerce bien un pouvoir avec la volonté de faire passer son agenda, de faire passer son idéologie, quelle qu'elle soit. Et le plus neutre ou le plus proche des faits peut-elle être, on reste quand même marqué par son idéologie. Et donc aujourd'hui, les contre-pouvoirs ont pris énormément de pouvoir et c'est ce qui menace même notre démocratie. Laissez-moi vous conter l'histoire de la ligne très haute tension électrique entre la France et l'Espagne. Une ligne très haute tension qui doit faire passer de l'électricité renouvelable d'Espagne et de l'électricité nucléaire France entre ces deux pays qui sont deux pays amis, voisins depuis longtemps. C'est des travaux, il y en a pour 48 mois de travaux à peu près, nous dit le gestionnaire du réseau électrique. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on a organisé une concertation organisée par la Commission nationale du débat public à laquelle sont intervenues des centaines, des milliers de personnes, des dizaines d'associations qui ont défendu leur vue, qui ont fait évoluer le projet. Le projet a été changé, il ne passe plus par l'estuaire de la Garonne, il passe par une partie terrestre pour éviter de perturber les animaux marins. Et le 14 août, donc pendant l'été, pendant qu'une partie d'entre nous était en vacances, le tribunal administratif de Bayonne a décidé de suspendre le projet pendant 4 mois à l'initiative de 3 associations qui ne sont même pas venues à la concertation, au motif qu'elles avaient un intérêt à agir pour ce projet. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, c'est de se dire à quel moment les contre-pouvoirs finissent par nuire à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est une théorie qui a été formalisée il y a très longtemps, quand on a créé l'État en France, et on s'est dit que parfois, dans certains cas, on ne pouvait pas respecter l'exercice ou la volonté de pouvoir ou la volonté d'expression de tout le monde et qu'il fallait faire passer le primat d'un intérêt dit général. Ce n'est pas la voix de la majorité. C'est bien, la nuance, c'est très fine. C'est effectivement un intérêt qui doit être celui des gens actuellement, qui doit être des générations futures. Et donc aujourd'hui, quand on voit qu'un projet qui doit durer 4 ans, qui doit aider à l'électrification des réseaux, qui doit permettre de créer une grille européenne d'électricité, et après 5 ans de concertation, et est parti dans une bataille juridique et une guérilla juridique par la main d'associations qui ont un intérêt à agir qui paraît extrêmement fin, je peux vous dire qu'on a l'impression que les contre-pouvoirs ont beaucoup trop de pouvoir. Alors, voilà un avis tranché. Alors François Mril, je voudrais vous aussi vous interroger sur cette idée d'équilibre ou de dialogue entre le pouvoir et les contre-pouvoirs. Je cite, bien sûr sur le secteur qui vous concerne, je cite Patrick Martin qui soulignait dans un journal, dans un quotidien, il faut lire les quotidiens, hier, qu'il y avait une vraie qualité de dialogue entre le patronat et les organisations syndicales. Je le cite, « La démocratie sociale fonctionne bien et doit occuper toute sa place ». Vous partagez ce diagnostic et du coup, est-ce que l'équilibre aujourd'hui est bon entre pouvoir et contre-pouvoir ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je pense que ce débat est bien parti parce que d'abord, on cite les bons auteurs. Tout à l'heure, Montesquieu, maintenant Patrick Martin. Donc, après, on s'arrête là. Hein. Effectivement, le niveau est à la hauteur de l'enjeu et du sujet qui est posé. Si je peux me permettre, et pour le coup y revenir, quand Montesquieu donnait cette définition, il disait aussi « tout pouvoir exécutif doit craindre une instance ». Il parlait de la démocratie au sens strict. Et moi, je voudrais faire la part des choses entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe au niveau de la démocratie sociale, pour le coup, entre les partenaires sociaux et l'État. Parce que je crois qu'il faut pas rentrer dans la confusion et dans l'assimilation des pratiques et des réflexes. L'entreprise, en tant que telle, ça n'est pas une démocratie. Et ça n'a pas vocation à le devenir. Dans l'entreprise, il y a un pouvoir, c'est le pouvoir de direction. Et la hiérarchie, elle est là. Moi, je représente la hiérarchie dans mon organisation syndicale. On représente les gens dont la fonction dans l'entreprise est de décliner la politique de la direction, de la mettre en œuvre. Et tout ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un lien de subordination et un pouvoir hiérarchique bien compris et bien organisé. Tout ça est peut-être un peu idéaliste, mais il n'empêche que moi, je ne sais pas qu'il puisse exister une entreprise qui fonctionne autrement que sur ce principe-là.
Mais pour autant, bien sûr, le pouvoir de direction, il est soumis à une forme de régulation. C'est les principes d'ordre public, ce sont les normes, les accords, les conventions, etc. Et il y a dans l'entreprise des gens qui ont le mandat légal de surveiller, d'être l'interlocuteur de la direction pour vérifier que toutes ces contraintes et cet ensemble de normes est bien respecté. Ce sont les élus. Le mandat d'un élu est un mandat légal. Et par ailleurs, ils peuvent, dans une certaine mesure, je crois que ça a été vrai, c'est encore un peu vrai, exercer une forme de contre-pouvoir dès l'instant qu'on les sollicite pour donner un avis et que cet avis doit nécessairement être conforme pour pouvoir aller de l'avant sur un certain nombre de choses. Il faut observer au passage que depuis les ordonnances de 2017-2018, pour le coup, ces éléments qui constituaient une forme de contre-pouvoir ont quand même beaucoup diminué. Mais ce n'est pas l'essence du débat d'aujourd'hui et je ne souhaite pas forcément y revenir ici. Il me semble que pour le coup, dans l'entreprise, peut-être je le développerai après, il existe un vrai pouvoir, pour le coup, qui s'exerce et qui, dans notre analyse, est un pouvoir exorbitant, c'est le pouvoir actionnarial. À cet instant, il faut que je précise que, bien sûr, moi, je n'assimile pas toutes les entreprises au même schéma. Il est évident qu'entre la grande multinationale de 120 000 salariés et la petite PME du coin, voire pourquoi pas la pizzeria, le camion à pizza qui est rangé à l'entrée de mon village, les données et les contraintes ne sont absolument pas les mêmes. Donc il faut faire attention à ne pas généraliser les raisonnements. Il reste que, dans une majeure partie des entreprises de grande taille, le pouvoir actionnarial, pour ce qui nous concerne dans notre analyse, est un pouvoir exorbitant et qui n'est soumis à aucune régulation. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour finir, sur la partie, pour le coup, à l'extérieur de l'entreprise, parce que celui-là, on aura l'occasion d'y revenir, on est dans un autre domaine, puisque là, on est vraiment dans un domaine démocratique, pour le coup. On est dans la démocratie sociale telle que la Constitution le prévoit dans ses usages et dans ses lois en France. Et là, c'est vrai qu'on observe, de notre point de vue, là encore dans notre analyse, une forme de dégénérescence du modèle, puisque les partenaires sociaux, et tous nous en sommes ici, d'une certaine façon, c'est notre légitimité, ont été petit à petit mis sur le côté d'un fonctionnement responsabilisant par délégation du pouvoir politique. On voit bien ce qui se passe, le phénomène est à l'œuvre depuis 30 ans, le pouvoir politique reprend à chaque fois et de plus en plus à travers sa volonté de générer des politiques publiques, qui soient d'ailleurs au passage de droite ou de gauche, peu importe. Moi, je ne fais pas de jugement sur ce principe-là, mais ce qui est très clair et c'est très facilement objectivable, le pouvoir politique veut reprendre la main sur la façon de faire évoluer les normes et il peut reprendre de plus en plus d'espace sur l'espace qu'il a délégué aux partenaires sociaux qui eux-mêmes exerçaient, pour le coup, non pas un contre-pouvoir, mais un pouvoir par délégation de construction et de régulation de la démocratie sociale. Alors, il le fait souvent au prétexte de l'efficacité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est un faux prétexte. On va en parler. Jacques Cressel, vous êtes peut-être plus dans l'idée qu'il ne faut pas opposer pouvoir et contre-pouvoir. Moi, je pense que les pouvoirs sont indispensables. C'est un peu d'ailleurs le sens de ce que disait Montesquieu. Il parlait surtout des pouvoirs institutionnels, mais quand on regarde l'ensemble, ça ne marche, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais ça ne marche que si les pouvoirs arrivent à s'entendre sur beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il faut distinguer effectivement les contre-pouvoirs ou les pouvoirs, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les contre-pouvoirs institutionnels, il y a les contre-pouvoirs représentatifs, comme notamment la CFE-CGC ou le MEDEF, et puis il y a les autres contre-pouvoirs qui ont un rôle naturellement, mais qui ont un rôle complètement différent. Les premiers ont plutôt le pouvoir de pouvoir, les autres ont le pouvoir souvent de s'opposer assez largement, et c'est malheureusement comme ça que ça se présente. Quand on regarde ce qui se passe depuis quelques années, je rejoins tout à fait ce que disait François Omril, il y a depuis une vingtaine d'années en France une très forte tentation des gouvernements de remettre en cause le rôle des corps intermédiaires. C'était Sarkozy, c'était Hollande, c'est Macron, de manière tout à fait claire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'ensemble de la fonction publique, d'une manière générale, fait de la norme de plus en plus, d'abord parce qu'ils ont moins d'argent à distribuer, et ils font de la norme face à des sujets de plus en plus complexes. Et donc faire de la norme, c'est très souvent faire tout seul, décider tout seul, et finalement ne pas tenir compte des autres. Et puis deuxièmement, il y a un sujet budgétaire très simple, c'est que si les gouvernements successifs ont essayé de reprendre la main sur l'ensemble des sujets sociaux, c'est d'abord et avant tout pour essayer de récupérer la main sur les finances. On l'a bien vu sur les retraites, on l'a vu sur la formation, on l'a vu sur plein de sujets de ce type-là, l'assurance chômage. C'est d'abord et avant tout un problème budgétaire. Je suis passé dans une vie antérieure par Bercy, je vois tout à fait quel est le sujet. Pour moi, c'est une incommensurable bêtise
D'abord parce que les corps intermédiaires sont indispensables en période de crise. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que les crises, on en a quasiment chaque année. C'est vrai dans l'entreprise, hein, quand il y a une crise sociale, heureusement qu'il y a des syndicats avec lesquels on discute. C'est vrai au niveau national, quand il y a des difficultés, c'est utile d'avoir des gens avec lesquels, qui sont représentatifs, qui sont crédibles, avec lesquels on peut discuter. Or, malheureusement, quand on met de côté les corps intermédiaires, on remet en cause cette partie de l'équilibre démocratique. Deuxièmement, parce que ça aboutit à des situations et des solutions, on l'a vu ce matin dans d'autres débats, qui peuvent être tout à fait négatifs, parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas les dossiers qui s'en occupent. Et puis enfin, parce que les sujets eux-mêmes deviennent de plus en plus lourds, difficiles, et que l'État n'a plus la main. Quand l'État n'a plus la main et qu'il essaie en même temps de faire la norme, on voit bien que ceci aboutit à des choses négatives. Et on y reviendra peut-être pour ne pas être trop long après, mais moi, tous les meilleurs exemples que j'ai eus de réussite sont des exemples où finalement, on a travaillé ensemble, en s'organisant ensemble pour réussir collectivement. Donnez un ou deux exemples quand même pour qu'on soit concret. Pour être très concret et prendre des exemples historiques, moi, en réfléchissant à ce débat, mes 3 meilleurs souvenirs professionnels depuis que je m'occupe de défendre les entreprises, c'est la mise en place de l'euro. Quand on a mis en place l'euro, c'était quand même un gros sujet. Le directeur du Trésor, Jean Lemierre, à l'époque, confie à 2 personnes, Pierre Simon et moi-même, le soin, pendant 5 ans, d'organiser l'ensemble du sujet, avec l'aide de l'administration. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des groupes sur tous les sujets, la fiscalité, la comptabilité, les bulletins de salaire, tout, co-présidés par quelqu'un de l'administration et quelqu'un du privé. Ça a marché de manière absolument extraordinaire, parce qu'on s'est mis dès le départ d'accord là-dessus. Deuxième exemple, un sujet plus social, la réforme, pour ne pas prendre la dernière réforme des retraites, la réforme des retraites à l'époque de François Fillon. À l'époque, personne ne voulait bouger. Nous, on était persuadés, j'étais directeur général du MEDEF à l'époque, qu'il fallait bouger. Je suis allé voir Jacques Barrot, qui était président du groupe parlementaire, qui m'a dit « l'Élysée ne veut pas bouger, mais peut-être que vous pouvez me convaincre ». Et donc, on fait quoi ? On se met à la question de l'Assemblée nationale, on passe une soirée, une nuit ensemble, avec un représentant syndical, la CFDT, un représentant patronal, en l'occurrence moi, et lui, chacun avec un expert. On a passé la nuit, on s'est mis d'accord. À partir de là, on a enclenché toute la mécanique. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses de manière intelligente. Ça a conduit quand même à augmenter de 2 ans, de 4 ans, avec l'accord de tout le monde, ou quasiment tout le monde, la durée de travail pour obtenir la retraite à taux plein. Et dernier exemple, ça a été le Covid. On rendait hommage hier à Bruno Le Maire. Tous les soirs, moi j'avais 2 réunions, notamment avec Bruno Le Maire. La première à laquelle Patrick participait ou Geoffroy sur comment on fait pour que la France tienne bien avec le gouverneur de la Banque de France, avec un soir. Puis une deuxième réunion dans laquelle, qui était tout simple, c'était comment on fait pour qu'on puisse nourrir les Français demain matin. Et donc on était les patrons de la distribution, quelques grands patrons de l'agroalimentaire, pour regarder des choses très concrètes, qui est comment demain matin on fait en sorte que les produits arrivent dans les rayons, comment on fait en sorte que on ait suffisamment de salariés pour pouvoir fournir l'ensemble des consommateurs. Il y a eu un week-end, je peux vous dire, où j'ai dit à Bruno Le Maire, on ne tient pas. Et donc on a fait un plan de sauvegarde globale, qui consistait, y compris à mettre l'armée dans les magasins, qu'on ouvrait 2 heures par jour et autres. On a réfléchi à ce genre de choses. Comment on fait pour que ça ne soit pas quelque chose qui se fasse avec un équilibre des pouvoirs dans lequel tous les gens compétents se mettent autour de la table de manière intelligente, sans en parler, de façon à faire en sorte que ça marche le mieux possible. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en y réfléchissant, ce sont 3 de mes meilleurs souvenirs. C'est le moment où on a travaillé ensemble et on n'est pas des contre-pouvoirs, on est des pouvoirs avec des légitimités propres, naturellement la démocratie politique étant au-dessus de toutes les autres légitimités, mais qui arrivent à se coordonner et à marcher ensemble. Au fond, merci. Au fond, est-ce que quand même les instances de dialogue ne se sont pas multipliées avec les conventions citoyennes, avec les grands débats, et pourquoi ça ne marche pas, Cécile Duflot ? Et peut-être une autre question, parce qu'on peut se demander si les contre-pouvoirs, qu'ils soient trop puissants ou pas assez puissants, finalement subissent la détérioration du pouvoir lui-même, de l'impuissance du pouvoir. Et ça va de pair avec une radicalisation, ou une radicalisation et du pouvoir et du contre-pouvoir. Est-ce que c'est pas difficile
à expliquer Alors, ça. moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vient de dire Jacques Cressel, c'est que ce dont il parle, c'est de la co-construction entre ce qui pourrait apparaître comme le pouvoir et ce qui pourrait apparaître comme des contre-pouvoirs. Mais comme l'a bien dit François tout à l'heure, on est à la fois pouvoir et contre-pouvoir selon les moments. Et on est à la fois syndicaliste et patron, surtout quand on est à la tête d'un grand syndicat. Et donc la question, c'est de savoir comment le pouvoir accepte le dialogue avec ce qui pourrait apparaître comme un contre-pouvoir, pour que l'élaboration, y compris de la norme d'ailleurs potentiellement, soit faite d'une telle manière que sa mise en œuvre soit facilitée. Donc je crois profondément que le dialogue avec ceux qui peuvent apparaître comme les contre-pouvoirs est utile pour les deux parties. Je m'explique. C'est aussi très confortable, et je vais mettre une pierre dans notre jardin, d'être des opposants à tout. J'ai très bien écouté ce qu'a dit Romain Rivaton. Là, on n'est pas tout à fait dans une question de contre-pouvoir. Ils ont fait appel à la justice. Et là, ce n'est pas une question d'opposition médiatique, etc. Là, c'est la question de la manière dont la négociation, notamment en matière environnementale, peut primer sur différents recours ou l'inverse, ou qu'on peut avancer sur des projets qui ensuite sont invalidés par la justice, alors même que la discussion aurait permis de constater des différends. Donc, la question est de se dire, ce dialogue en amont, il est beaucoup plus efficace pour tout le monde. Il est beaucoup plus efficace, y compris pour le pouvoir, parce que mettre en œuvre un dossier sur lequel on a travaillé avec les gens en charge de leur mise en œuvre va être beaucoup plus efficace que d'aller à l'autorité et de se dire c'est comme ça que ça va se passer. Parce que la capacité de résistance et d'opposition, elle est très forte. Modulo Ensuite, la question de la légitimité, parce que si vous avez une assemblée avec une majorité écrasante, elle peut voter aussi des lois qui ne plaisent pas aux syndicats et il y a une légitimité politique très forte. oui, mais il y a toujours la balle du Jokari qui revient à un moment. L'élastique peut être très 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 détendu, à un moment ça revient. Et le problème quand on est un corps collectif, et on est un corps collectif pour lequel la paix civile est la meilleure garantie que toutes les activités se déploient bien, que ce soit l'éducation des enfants, le fonctionnement des entreprises, on a besoin de paix civile. Et cette paix civile-là, elle est créée par, pas forcément le consensus, mais la compréhension des motivations des uns et des autres. Et c'est là où je reviens à votre question sur la qualité du dialogue. Si vous mettez en place, et elles existent, ou si vous laissez vivre des instances de dialogue qui à aucun moment ne peuvent déboutir sur la mise en œuvre de leurs recommandations, vous les videz de leur sens, vous dévitalisez les acteurs qui en sont membres et vous les poussez à agir de manière différente. C'est toute la tension très forte qui a pu exister notamment au moment des Gilets jaunes, où un certain nombre de personnes ont dit bah ouais, vous êtes mignons avec vos trucs non violents, etc. Je revendique l'action non violente et l'action organisée, et jamais je considérais que le recours à la violence est utile, parce que je pense que la violence produit de la violence en réaction. Mais un certain nombre d'entre eux disaient bah ouais, mais regardez, à partir du moment où on a commencé à attaquer l'Arc de Triomphe, bah on a obtenu satisfaction. Et ça, c'est problématique de pouvoir continuer à laisser dire ça. Et je le dis en particulier dans la période de tension que nous vivons. C'est-à-dire que si les lieux de dialogue, si l'expression même du pouvoir démocratique, tout ça se fait face à un pouvoir qui refuse ce dialogue avec l'ensemble des acteurs, ben il ne laisse plus d'autre place qu'à une expression extrêmement brutale. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une responsabilité, je l'ai dit sur la pierre dans notre jardin, quand on est en situation d'être, comme l'a très bien dit Robin Rivaton, de faire des propositions avec une idéologie, si on veut, en tout cas des valeurs, des principes, un objectif politique avec un grand P, il faut être capable d'être dans le dialogue pour être capable de reconnaître que y a certaines propositions, en fait, techniquement, par exemple, ça ne marche pas, ou ça ne peut pas marcher tout de suite ou immédiatement. Et puis aussi d'évoluer. Parce que l'avantage du dialogue, c'est que ça permet aux uns et aux autres de faire évoluer. Et donc, en vous écoutant, je me disais, tiens, il pourrait y avoir un truc quand même assez sympathique, de se dire, là, on a quand même un sujet sur l'aggravation des inégalités en France. C'est pas une position d'Oxfam, c'est documenté par l'INSEE. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en mettant tout un tas de gens autour de la table, en disant comment on fait pour faire baisser les inégalités dans notre pays, et en mettant tout le monde d'accord. Et je pense que c'est plus efficace qu'une courte majorité absolue à l'Assemblée nationale qui impose ses desiderata. Parce qu'en plus, en ne se confrontant pas à la discussion, on s'empêche de bien défendre un certain nombre de ces orientations ou d'écouter de bonnes idées. À cet instant, je vais faire un tout petit pas de côté. Il se trouve que j'ai été ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, et que la loi ALUR, qui a été une loi votée en 2013, elle intègre beaucoup d'amendements proposés par ce qui était alors clairement l'opposition, alors même qu'il y avait une majorité absolue. Parce que je pense que quand on est
assez solide sur ce qu'on veut faire, on est tout à fait capable d'être ouvert et d'entendre des objections qui sont parfois des objections pertinentes. Et c'est exactement la même logique que dans le travail au sein d'une entreprise quand vous avez des discussions avec les syndicats. Mais je crois qu'il faut aussi être capable d'être suffisamment à l'aise avec l'exercice du pouvoir pour ne pas vivre le contre-pouvoir comme une agression. Pour se dire, écoutez, si vous êtes convaincant, je peux vous écouter, je peux écouter vos arguments, et d'en avoir d'autres, et parfois de mettre 3 personnes autour de la table, et de donner au pouvoir exécutif, pas un rôle d'arbitre, mais un rôle de créateur de l'équilibre et du dialogue. Et je pense clairement que c'est ce qui manque, et que, en fait, en faisant ça, le pouvoir lui-même s'affaiblit. Parce qu'il ne se donne pas la capacité de convaincre et de transformer en porte-parole de son action des gens qui pouvaient au départ être, on va dire, pour le moins dubitatifs. Alors, on parle beaucoup du dialogue et peu de son résultat qui est le compromis. Et Dieu sait si, dans la période qu'on est en train de traverser, on se dit que ce qui pose problème à la France, c'est notre incapacité à dégager des compromis. François Omril, l'entreprise est un exemple pour la démocratie en général, sur la manière d'arriver à décrocher des compromis. Parce qu'au moins, dans l'entreprise, il y a un principe de réalité qui n'existe pas toujours dans la classe politique. Oui, ça me paraît clair que c'est le meilleur endroit pour définir ce que c'est que le dialogue social dans sa version la plus concrète. Le dialogue social, c'est un espace dans lequel chacun est porteur de sa vérité. Et moi, j'aime bien rappeler cette chose-là, c'est qu'aucune vérité n'est plus forte que l'autre. Quand quelqu'un n'aime pas les radis, on n'a pas lui dire que les radis c'est bon, ça ne lui fera pas aimer les radis. Et cette réalité-là s'impose dans l'entreprise. Quand quelqu'un a froid aux pieds parce que la vitre est cassée dans son atelier, tant qu'on n'a pas remplacé la vitre, on peut bien lui raconter tout ce qu'on veut, il ne fera pas ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc cette réalité-là est une réalité dont je pense nos gouvernants seraient assez bien de s'imprégner parce qu'ils comprendraient un certain nombre de choses qui bloquent dans leur façon d'exercer pour le coup leur pouvoir gouvernemental. Et sur le dialogue social, là encore, je vais citer les grands auteurs. Il se trouve que je tiens d'un ancien président du MEDEF, malheureusement disparu, qui a été PDG de Péchinet. Oui, je suis moi aussi un des enfants perdus de Péchinet. Et Jean Gandois disait, il ne faut pas aller à une négociation si on n'est pas prêt à la perdre. Et je pense que c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui dans notre époque, c'est que les rapports ne sont pas équilibrés dans les négociations. Pour qu'une négociation soit équilibrée et donc qu'elle produise du résultat, donc un résultat qui engage tout le monde, qui engage ceux qui, in fine, vont signer l'accord, il faut que le risque de perdre la négociation soit à peu près équilibré entre les deux parties. Et c'est là qu'on produit vraiment de la valeur. Mais le problème, il est que ces derniers temps, pour le coup, assoiffé qu'il était de développer des normes gouvernementales à travers des politiques publiques qu'on avait du mal à comprendre et qui ne sont pas concertées, en fait, les gouvernements, ils ont déséquilibré la façon dont la négociation doit s'organiser dans l'entreprise, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel. Moi, je tiens pour une vérité absolue, celle que si on fait confiance aux gens, eh bien, ils exercent leurs responsabilités de façon correcte. Il faut arrêter de contrôler tout le monde et de dire « mais moi, je vais faire mieux que toi parce que je suis plus intelligent que toi ». Ce n'est pas vrai, ça n'a pas de sens. On ne peut pas demander à quelqu'un, quand bien même il ait fait des études ultra brillantes, qui aujourd'hui est conseiller dans un cabinet ministériel et à qui on confierait les clés d'une pizzeria en bordure de l'Isère à Grenoble, il la mettrait en faillite en 2 semaines. On ne peut pas lui demander d'avoir la vérité révélée sur le fonctionnement de l'entreprise. Ça n'a pas de sens en fait. Et donc il faut faire confiance aux acteurs, mais il faut leur donner un cadre dans lequel chacun, pour ce qui le concerne, pourra apporter sa vérité au débat, au dialogue, à la négociation et au compromis, et exercer, comme c'est bien nécessaire, le rapport de force adapté à avoir un résultat de qualité. Je termine là-dessus. Il ne faut pas avoir une vision négative du rapport de force. Le corps humain ne fonctionne dans son agilité. On sort des Jeux Olympiques et on rentre dans les Jeux Paralympiques. Il faut comprendre cette chose. C'est que le corps humain ne fonctionne dans son agilité que grâce aux rapports de force qui siègent au sein même du corps humain. Et en fait, l'entreprise, c'est un corps vivant, pareillement. Il faut qu'il y ait des rapports de force à l'intérieur, mais il faut qu'ils soient régulés, organisés de façon positive pour pouvoir, à travers les accords qu'on peut générer à travers le dialogue, bien contribuer à développer l'entreprise. Juste un mot, je parlais de la radicalisation qu'on observait dans la société et en particulier dans les syndicats, parmi certains adhérents, alors peut-être moins chez vous qu'ailleurs. Est-ce que cette radicalisation, ce n'est pas le signe que vos adhérents
se disent que finalement le contre-pouvoir est impuissant et donc c'est difficile d'obtenir des choses. Alors, moi, comment je vous crois gérez pas. ça et comment vous l'interprétez? Oui, moi je crois pas, mais on peut en discuter aussi. Je crois pas qu'il y ait une forme de radicalisation ou qu'on puisse l'observer. Je crois au contraire que les organisations syndicales dans leur ensemble, quelle que soit leur diversité, c'est bien qu'il y ait une diversité, finalement exercent leurs prérogatives de façon assez rationnelle, assez organisée et assez intelligente. Moi, là encore, je prends parti et je dis que là où il y a une forme de radicalisation, c'est dans la forme de gouvernement qu'on doit affronter nous-mêmes en tant que partenaires sociaux et la façon dont on est traité. Et là encore, c'est assez facile à objectiver quand on fait des enquêtes sur le taux de confiance qu'ont les Français, les Françaises et les Français, les citoyens envers les différents corps constitués. Ils ont beaucoup plus confiance dans les syndicats aujourd'hui qu'envers les politiques. Jacques Cressel, vous dirigez une fédération internationale, vous avez une expérience européenne. Qu'est-ce que vous constatez, vous, si vous comparez la France, on parle de dialogue, de compromis, de contre-pouvoir, avec ce qui se passe dans les autres pays? Est-ce que l'Europe pourrait nous donner des leçons ou nous donner des exemples? La situation est très différente selon les pays. Il y a des choses assez étonnantes qui arrivent. Quand j'étais directeur général du MEDEF, mon homologue directeur général du BDA, le patronat social allemand, était en même temps parlementaire. Pour vous donner cet exemple. Quand vous discutez avec les pays du Nord, il est normal que le directeur général du patronat ou le directeur général ou le patron d'un des syndicats ait été ministre avant, le redevienne ensuite. Et donc on est dans un système dans lequel les pouvoirs sont tellement imbriqués qu'en réalité ils ont l'habitude de travailler en permanence ensemble. Alors ça peut poser d'autres types de problèmes, j'imagine, sur de relations les uns avec les autres, avec effectivement des règles du jeu qui sont assez différentes. On sait qu'au Danemark, par exemple, c'est finalement ce sont les syndicats qui surveillent que les personnes au chômage recherchent bien un emploi. Donc on est dans un monde culturel qui est complètement différent. Mais on voit bien qu'il y a quand même sûrement des choses positives à retenir de tout ça. Et qu'en France, on est quand même un peu dans des mondes séparés, des silos. On adore les silos de manière globale, alors que je suis totalement persuadé qu'au contraire, il faut tout organiser et changer beaucoup de choses, y compris de manière institutionnelle, pour arriver à sortir de ces silos. Il y a un modèle européen de démocratie sociale? Alors, il y a un modèle européen. Dans sa relation avec le politique en particulier? Quand on regarde les choses, en France, on a, du point de vue social, on a eu la loi Larcher. Gérard Larcher en parlait hier. Je me souviens participer à son élaboration à l'époque, mais on n'est pas allé aussi loin que le prévoit l'Europe. Jacques Delors, dans le traité de Maastricht, a inscrit une chose qui est donc dans le traité, du point de vue institutionnel, qui est assez extraordinaire, qui prévoit que quand les partenaires sociaux veulent s'occuper d'un sujet, pendant 9 mois, les pouvoirs publics européens n'ont pas le droit de s'en occuper, mais pas du tout le droit, pendant 9 mois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a eu un accord, les pouvoirs publics n'ont le choix qu'entre 2 solutions. 1, reprendre totalement. 2, ne rien reprendre. Mais ils n'ont pas le droit de faire leur marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, la démocratie politique reste toujours au-dessus de la démocratie sociale. Mais deuxièmement, par contre, la démocratie politique n'a pas le droit de de revoir les équilibres de la démocratie sociale. On est loin du modèle français. Et ça, je trouve que le jour où on a ça en France, très franchement, ça change complètement la donne. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Soit les gouvernements, de temps en temps, disent négocier là-dessus en espérant qu'on va échouer, soit, une fois que l'accord est conclu, ensuite, au niveau gouvernemental, au niveau parlementaire, eh bien, on prend ce qui arrange pas. Chacun refait son lobbying sur le texte. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Il faut complètement changer la donne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, je pourrais reparler ensuite d'autres sujets comme le Conseil économique et social et environnemental, le CESE. Je suis président de la commission de l'économie et des finances du CESE. On fait un travail absolument formidable sur beaucoup de sujets. Dans ma commission, on a par exemple adopté à l'unanimité du Conseil un rapport sur le financement de la transition écologique. Pas le sujet le plus simple, ou sur le prix de l'eau, sujet compliqué. Sur ces sujets-là, on s'est mis d'accord. Patronat, syndicats, ONG, organisations étudiantes, toutes les organisations de la société civile. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Et c'était pas de l'eau tiède, c'était pas des choses dans lesquelles on disait il y a des sujets importants, il faudra naturellement les traiter. Il y avait des propositions extrêmement concrètes. Qu'est-ce qui se passe à partir de là?
on a une belle lettre au bout de 3 mois de la Première ministre de l'époque ou du Premier ministre disant c'est très intéressant ce que vous avez fait. Au mieux, j'ai vu Christophe Béchu avec les rapporteurs avant la dissolution sur le prix de l'eau. La règle, ce qui devrait se passer du point de vue institutionnel, ce que les Belges ont inventé à un moment, hein, c'est quand il y a un rapport comme ça qui fait l'objet d'une grande unanimité de la société civile, eh bien, il doit y avoir une réponse argumentée du Parlement et du gouvernement, et éventuellement, même les Belges étaient allés plus loin, c'est-à-dire que ça s'applique en l'absence d'opposition. Ce qui va sans doute un peu loin du point de vue démocratique, mais c'est quand même un signal important. Quand il y a du dialogue, quand le dialogue entre les pouvoirs marche, ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas mis de côté et que ça serve à quelque chose. Si ça ne sert à rien, ben ce n'est pas comme ça que ça va encourager les acteurs. Robert Rivaton, il y a une singularité française dans les difficiles rapports entre pouvoir et contre-pouvoir. Pour dézoomer de la démocratie sociale et aller vers la démocratie au global, on voit bien que de toute façon nos sociétés sont de plus en plus horizontales. On a de moins en moins de rapports faciles avec l'autorité pour plein de raisons, mais notamment le niveau d'éducation a énormément progressé dans nos sociétés, donc on s'estime beaucoup plus sachant que les gens en face de nous, et donc on supporte de plus en plus mal le pouvoir et l'autorité, que ce soit au sein des organisations, que ce soit au sein de la société. Et on voit bien qu'en même temps, au niveau de l'État, on a cette méfiance envers les corps intermédiaires qui a été très largement décrite, et on pense qu'une solution se trouve dans la démocratie directe. Et ça, c'est un piège absolu. Laissez-moi vous raconter encore une autre histoire, mais celle-ci est intéressante. C'est celle de la Convention citoyenne pour le climat. Convention citoyenne pour le climat, on s'est dit qu'une assemblée tirée au sort, comme si le tirage au sort était réellement un vrai tirage au sort, allait nous proposer un ensemble de règles qui allaient permettre à terme de faire passer le pays dans la transformation et la transition écologique qui est absolument nécessaire et dont on partage tous l'importance et l'alignement. Le résultat de cette Convention citoyenne pour le climat, c'est l'une des pires lois qui va façonner le territoire français, qui s'appelle le zéro artificialisation nette, une loi qui n'a pas été votée par les parlementaires. Le Sénat s'y est opposé et cette loi est passée malgré son opposition. Aujourd'hui, le zéro artificialisation nette, c'est quelque chose qui est en train de gripper la capacité à produire des logements. Donc pour les gens d'aujourd'hui, pour les citoyens d'aujourd'hui et pour leurs enfants de demain, aujourd'hui, on a des projets de réindustrialisation aussi, de logements, d'infrastructures essentielles qui sont bloqués par des préfectures au nom de l'application du zéro artificialisation nette, mesure qui a été portée par un collectif citoyen représentatif avec 3-4 guillemets avant et après, qui était soi-disant et que l'administration a avalisé. Et donc aujourd'hui, par la crainte ou la méfiance que l'État a envers les corps intermédiaires, on se retrouve à jouer des apparats de démocratie directe, des apparats de démocratie non représentative, qui vont à l'encontre de la démocratie représentative. J'insiste encore, le Sénat ou même l'Assemblée nationale, ce sont des textes qui sont passés, on les a à peine survolés. On se rend compte aujourd'hui des conséquences que ça a. Ça veut dire qu'on ne doit plus artificialiser aucune terre à l'horizon 2050. On doit réduire le rythme d'artificialisation à 2030 de moitié. C'est incalculable. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement dans une mairie ? On arrête d'artificialiser de nouvelles terres. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On met le pays à l'arrêt. Et donc les conséquences sont absolument terribles. Ce sont des conséquences pour lesquelles vous n'avez pas voté. Ce sont des conséquences pour lesquelles je n'ai jamais voté. Et c'est des conséquences qui ont quand même été prises par l'État. Ah. Cécile Duflot, c'est à vous. Alors, un apparat de démocratie représentative, la Convention citoyenne pour le climat ? Si la Convention citoyenne pour le climat avait été décisionnaire, ça se saurait. Moi, je ne voudrais pas défendre cette Convention citoyenne, parce que je crois que c'est très important que le débat puisse être organisé en lien avec le Parlement, mais je voudrais donner 2 autres exemples. Un exemple qui est, à mon avis, et je vous invite à sa lecture, il se trouve que j'ai participé à une commission assez originale pour l'époque sur la réforme des institutions, qui mêlait pour moitié des parlementaires, pour moitié des personnalités qualifiées à l'initiative de Claude Bartolone et Michel Vinocq, l'historien. Et le résultat de ce travail a été extrêmement intéressant. Et il est toujours d'actualité. Enfin, dans le moment où on se trouve, je trouve très intéressant. Et je vais donner un exemple très personnel. Il se trouve que j'étais à l'époque, je suis toujours écologiste, mais j'étais députée écologiste, favorable à la 6e République, parce qu'on était favorable à la 6e République. Un peu comme ça, quoi. Parce que la 5e, c'est pas bien, la 6e, c'est bien. Et Michel Vinocq a été extrêmement convaincant pour expliquer que la France n'avait changé de République que dans des moments de très graves crises, bord de guerre civile, guerre mondiale, etc. Et que donc, il valait mieux travailler à patcher, comme on le fait avec des logiciels défectueux, la République existante, plutôt qu'à tout chambarder.
je dirais que la leçon chilienne, depuis, a été pour moi extrêmement instructive et j'ai changé de position à la suite de cette discussion. Et le travail qui a été fait avec des gens vraiment extrêmement différents, le spectre politique était très très large, fait qu'on a trouvé en fait ce qui faisait le plus compromis entre tous. D'ailleurs, grâce à l'adoption des mesures finales du rapport par un scrutin préférentiel. Deuxième exemple, pour répondre sur le ZAN, un des très grands projets menés en France aujourd'hui, c'est le Grand Paris Express. Quand on imagine ce qu'ont été les ZAD à différents endroits, on imagine ce qu'aurait pu être le Grand Paris Express avec, y compris, des gens très opposés à l'artificialisation des sols, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Historiquement, il y a eu un projet présidentiel, vous vous souvenez, des 5 gares et un grand réseau circulaire, monté au créneau de l'ensemble des élus locaux en disant « nous, on ne veut pas un machin à plusieurs milliards qui passe sous notre nez sans rien », et puis il y a les transports en commun actuels, et donc lancement d'un très grand débat. Sous l'égide du débat public, avec élaboration d'un projet qui finalement a fait atterrir tout le monde, où tout le monde retrouvait ses petits, où globalement ça allait assez bien. Et il se trouve que lorsque le gouvernement a changé en 2012, pour des raisons qui étaient des raisons administrativo-budgétaires, il y a eu une pression très forte de la part de Bercy pour dire on arrête tout. Et là, le consensus qui s'était créé a fait en fait une défense extrêmement massive de ce scénario et de ce projet qui a permis qu'il soit lancé et qu'il se fasse, modulo quelques aménagements liés à des impasses budgétaires qui n'avaient pas été, en tout cas, bien assumées à l'époque. Mais la confrontation, le dialogue, le débat, et ça va dans le sens de ce que disait Jacques Ressel ou ce que dit François Omril, à partir du moment où on encadre cette discussion et où on prend le résultat, de façon globale, on lui donne aussi une force, une solidité et une capacité à être défendu de manière extrêmement large qui est considérable. Et donc pour aller et rebondir sur le ZAN, nous avons le devoir collectivement, et c'est pas un choix, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, d'engager notre pays dans 2 dimensions. 1, de continuer un chemin de baisse des émissions qui soit un chemin volontariste, mais surtout on va avoir un très gros travail, et tout le monde cet été l'a compris, d'adaptation au changement climatique. On a publié un rapport Oxfam au début du mois de juillet, donc tout le monde était intéressé par plein d'autres sujets, pour dire que tout le monde était concerné, qu'on soit content, pas content, d'accord, etc. Et moi, je suis convaincue, c'est pas seulement un rêve, c'est que nous n'y arriverons que si tout le monde travaille ensemble. Bien sûr qu'on n'y arrivera pas sans les entreprises, bien sûr qu'il faut de l'innovation, bien sûr qu'il faut la financer, y compris par de l'argent public si certaines peuvent nous permettre de résister. Bien sûr qu'il faut être capable de mettre de la norme sur certains sujets parce que ça, c'est aidant en fait, parce que ça agit comme une forme de contention extérieure, comme disent les Anglais. Il y a une différence entre you must, je t'oblige, et you have to, tu dois, et il faut que cette contention extérieure existe. Et le problème, c'est quand elle n'a pas été discutée, elle arrive comme un truc tout cuit, comme le ZAN, qui en soi, oui, il faut qu'on arrête d'artificialiser. Mais il y a des endroits, il faut renaturer, et d'autres endroits, il faut permettre de la construction. Sauf que quand on n'arrive pas à dialoguer, on aboutit exactement par une espèce de norme un peu absurde. Donc je suis convaincue, en tant qu'écologiste, en tant que dirigeante d'une ONG, que là, sur ce sujet-là, il faudra mettre tout le monde, pas seulement autour de la table, mais durablement, pour aboutir à un scénario partagé, et que plus on attend, plus ça va être difficile. Mais on en a absolument besoin. Et que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puisque vous avez tous cité les grands auteurs, je voudrais rendre hommage à Stéphane Hessel, qui n'avait pas seulement écrit « Indignez-vous », mais qui avait dit cette phrase que moi j'aime beaucoup, qui disait « Je ne te demande pas d'où tu viens, mais où nous allons aller ensemble ». Et pour moi, cette façon de redonner un rôle et une capacité de traction collective à ce duo permanent pouvoir contre pouvoir, c'est de savoir où on veut aller ensemble. Alors, concrètement, comment on fait pour rééquilibrer pouvoir et contre-pouvoir ou pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction mais un dialogue constructif? Qu'est-ce qu'il faut faire en France? On est quand même dans une situation un peu bloquée. François Omril. Oh là, vous me regardez en disant oh là 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 là. Non, d'abord, je voudrais juste, en préambule, faire une toute petite mise au point. On a parlé du modèle social européen, on pourrait parler du modèle social asiatique, indien, nord-américain. Il faut bien avoir en tête que le modèle social est par essence culturel et que donc il y a autant de modèles sociaux différents qu'il y a de langues parlées dans le monde et que c'est assez vain de penser qu'il faut parler français en mettant le verbe à la fin, comme en Allemagne, parce que c'est plus efficace. Ça n'a pas de sens, en fait. Il faut respecter la dimension culturelle du modèle social, travailler avec, trouver les solutions en interne.
Une différence très caractéristique, par exemple, avec les syndicats allemands, s'agissant des syndicats français, c'est que dans les syndicats allemands, ce sont des permanents salariés de l'organisation qui font fonctionner les syndicats et qui prennent les décisions. Et c'est une différence, pour le coup, assez structurante. Après, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, on s'en fout en fait. Chacun son histoire, chacun ses coutumes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au passage, que dans les organisations syndicales, il y a des gens qui font parfois des parcours, finalement, sortis de la fac, Master 2, on choisit, est-ce que je vais dans un parti politique ou dans un syndicat, etc. Et je vais changer. Maintenant, je vais répondre à la question. C'est un cliché de dire que, par exemple, contrairement à l'Allemagne, la France n'arrive pas à dégager des compromis, on n'est pas un pays de compromis. Je dis que tout ça se discute. Moi, j'ai une grosse expérience européenne. Je me suis occupé de ce dossier-là pendant 7 ans à la Confédération. J'ai siégé dans un comité européen. Moi, je vais vous dire un truc. Comité européen de Péchiné. Hein. N'importe quel délégué français dans un comité européen, il est capable, dans une suspension de séance, de produire une déclaration en 3 quarts d'heure. J'ai jamais vu un Allemand être capable de le faire. C'est tout. Alors moi, je veux bien qu'on aille chercher l'efficacité, on la mesure comme on veut, mais moi, je ne supporte pas qu'on me donne tel modèle en exemple, comme si c'était parfait. Il faut voir les gens sur le terrain. Comment ils font, comment ils exercent leurs prérogatives, comment ils contribuent à produire du résultat, pour le coup. Ensuite, pour répondre, pour tenter, excuse-moi, je passe, mais pour tenter d'avancer sur la question, moi, je ne suis pas certain qu'on y arrivera en systématisant le débat sur la question du pouvoir et du contre-pouvoir. Moi, je propose une autre piste que, par ailleurs, mon collègue a suggéré tout à l'heure. Il me semble que la solution, une des pistes, c'est pouvoir-autorité. Parce qu'en fait, le pouvoir et l'autorité, ça n'a rien à voir. Je vais donner un exemple très simple. Il y a des professeurs au lycée qui ont énormément d'autorité, qui sont très respectés, qui ne sont pas chahutés. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas moins ni plus de pouvoir, ils ont le même poste, ils sont chahutés, ils ne sont pas respectés. Va savoir pourquoi. Ben moi, j'ai ma petite piste, c'est parce qu'il y a des profs, tu rentres dans la classe, ben, tu as l'impression quand tu vas en sortir, tu seras un peu plus intelligent qu'en rentrant. Et l'autorité, c'est ça. On peut exercer du pouvoir en ayant beaucoup d'autorité. Et pour finir, s'agissant de notre sujet, moi je pense que le problème de l'époque aujourd'hui, c'est que les décisions sont prises sur des bases qui n'ont aucune autorité vis-à-vis des gens. Et c'est notamment la question économique. On a un vrai problème quand même. J'ai en face de moi Patrick Martin, que je connais bien, on se connaît bien, on se respecte beaucoup, on s'apprécie. Imaginons que sur un sujet précis, qui peut être objectivé sur le plan économique, on ne soit pas d'accord, parce que nos éléments d'analyse ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire en termes normaux? Eh ben, on va se dire, on va prendre le temps qu'il faut, mais à la fin, on va quand même tomber d'accord, un petit peu comme une armée dans un quartier général. Si les généraux sont pas d'accord, eh ben, il faut bien qu'ils se mettent d'accord au final, parce qu'après, les gens sur le terrain, ils vont peut-être se prendre une balle dans la peau, quoi. Et le problème, il est que les décisions qui sont prises en beaucoup d'endroits sont des décisions qui n'ont pas l'autorité de la chose vraiment examinée, vraiment expertisée. On en est là. On est dans une société où en permanence, on prend des décisions, on crée de la norme, on veut avancer, on est pris dans la vitesse. Jamais on ne fait d'études d'impact. Jamais on ne fait l'effort d'essayer au moins de se mettre d'accord sur la façon dont ils font objectiver les choses. Et je pense que pour le coup, on pourrait donner beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'intelligence et de capacité à réussir au pouvoir en lui conférant un petit peu plus d'autorité. Cécile Duflot, quel changement pour fluidifier les rapports entre pouvoir et contre-pouvoir? Ou qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, en tant que DG d'Oxfam, par exemple? Moi, je pense qu'en termes de réforme institutionnelle, il y aurait vraiment à gagner à offrir la possibilité aux parlementaires d'être plus libres dans la création de la loi, et notamment la proportionnelle. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, et ça c'est une conviction de longue date, ça donne de la capacité justement à créer des dialogues différents, et notamment avec le CESE. Je trouve que le travail du CESE est considéré comme un truc annexe, alors qu'on pourrait très bien imaginer, il y a un certain nombre de gens qui ont produit en disant il faudrait une assemblée du futur, une nouvelle chambre. Je crois qu'on pourrait s'appuyer sur les lieux où ce dialogue existe déjà, où ce travail de compromis est déjà trouvé, pour faire fonctionner les choses de manière plus efficace. Mais je crois aussi qu'il faut accepter les désaccords. Parce que François dit on se mettrait dans une pièce, on finira par tomber d'accord. Il y a des sujets sur lesquels on peut ne pas être complètement d'accord, et c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave, tant qu'on rentre pas dans le dogme. Le problème, c'est que si chacun a un dogme, il n'y a pas de négociation avec le dogme. La seule qu'on peut discuter, c'est la doctrine. Donc je pense qu'il faut aussi que chaque organisation, quelle qu'elle soit, ne soit pas dans
ne reste pas bloqué sur certains sujets dans cette dimension dogmatique. Mais ça vaut pour tout le monde. Et on est nourri de beaucoup de dogmes aujourd'hui qui empêchent un dialogue vrai sur l'efficacité de tel ou tel sujet, sur ce qui permet d'avancer sur des objectifs communs. Et donc je crois qu'il y a aussi une question d'éducation et de manière dont on considère dans notre système scolaire la capacité de donner aux enfants qui grandissent une place réelle sur leur avenir. Il y a aujourd'hui des places fortes qui sont très bien identifiées, des lieux de reproduction sociale et un corps collectif français qui est beaucoup moins brassé pour le coup que dans d'autres sociétés et qui fait que certaines personnes, très sincèrement, ont la conviction que leur pays existe de telle ou telle manière alors que c'est pas du tout aussi évident. Que notamment la façon qu'on a de regarder, que ce soit les chômeurs, que ce soit les écologistes, et de façon inverse, la manière dont les écologistes peuvent concevoir la transition énergétique. Peut-être qu'elle doit être interrogée sur un certain nombre de domaines, enfin que tout le monde doit être capable de se mettre en danger. Et pour ça nécessite de la confiance, ça nécessite de la sincérité dans l'engagement des uns et des autres. Et pardon d'élargir à une question qui est plus une question, j'allais dire, de personnes et de comportement humain, au-delà de tout ce qu'on dit sur les questions de méthode, sur les lieux, sur la manière dont la loi est élaborée, il y a aussi une question de respect d'individu à individu. Et quand on est dans une société qui promeut la conflictualité, la mise en œuvre de figures qui existent parce qu'elles sont plus brutales que d'autres, on efface celles qui sont capables d'avoir davantage de dialogue. Donc là, je placerai le débat pouvoir contre pouvoir sur la question des valeurs humaines et des relations humaines, où en fait on peut écouter des gens avec qui on est en désaccord total, écouter leurs arguments, qu'on n'est pas obligé de se centrer sur une personnalité, et notamment je parle des personnalités publiques et politiques parce qu'il y a une pression à une forme d'identité individuelle, de crispation, de position très raide, et je pense qu'il faudrait prôner cette capacité à valoriser des gens qui peuvent exprimer du doute, de l'interrogation, de la remise en cause, parce que c'est avec des gens qui ne seront pas chacun individuellement dans le dogme qu'on réussira à construire un travail collectif, ce qui est le but finalement du dialogue entre pouvoir et contre-pouvoir. Jacques Ressel, brièvement, même question, comment raviver le dialogue entre pouvoir et contre-pouvoir ? D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cécile Duflot. Le sujet, c'est de faire en sorte que, finalement, il y ait une confiance dans ce qui est décidé collectivement et que tout le monde se reconnaisse d'une manière ou d'une autre, qu'on est soit d'accord ou pas d'accord, mais pour dire que c'est issu d'un dialogue suffisant. J'ai donné deux idées tout à l'heure, une institutionnelle sur le dialogue social, l'autre sur le rôle du CESE. J'en ajoute une troisième. Je pense que la méthode de fabrication de la décision mérite d'être revue. La dernière fois qu'on a eu une loi avec des études économiques préalables indépendantes, c'était la loi Macron 1, où il y avait eu sur les différents sujets, ouverture des magasins et autres, des économistes qui avaient fait des études demandées par le gouvernement. Aujourd'hui, on a des études d'impact, franchement, qui n'ont strictement aucun intérêt, qui sont rédigées par les services de l'État et que personne ne lit d'ailleurs d'une manière générale. Et puis deuxièmement, dans la loi par exemple, aujourd'hui, avoir quelque chose qui nous dirait en permanence, est-ce que ceci est quelque chose qui rajoute une contrainte supplémentaire par rapport à ce qui se fait au niveau bruxellois, une surtransposition. 2, est-ce que dans les lois environnementales, l'amendement X est quelque chose de plus positif en matière de réduction du carbone que tel autre? On voit bien qu'aujourd'hui, ce genre d'éléments, il n'existe pas. On n'explique pas les choses, on n'organise pas les choses. Et le jour où ça se passera, je pense que là aussi, ça améliorera l'ensemble du dispositif. Merci. Robin Rivaton, c'est vous qui avez eu le diagnostic le plus dur sur l'excès de pouvoir des contre-pouvoirs. Comment on fait pour retrouver un nouvel équilibre, pour finir? Arrêter avec le miroir aux alouettes de la démocratie directe et toutes les consultations citoyennes dont on sait très bien qu'elles ne sont pas légales de la démocratie représentative, et que l'État, même s'il a moins de pouvoir, regagne de l'autorité, et l'autorité, c'est faire ce qu'il dit. Aujourd'hui, il parle beaucoup, il fait assez peu. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci Cécile Duflot, merci Jacques Ressel, François Amril, Robin Rivaton, merci, et merci à vous tous.